Bienvenue au Totalement Geek Podcast. Mon nom est Philippe Plante, je suis un passionné de l'univers geek et un entrepreneur. Ici, on va parler de techno, films, jeux vidéo et plus encore. Bon épisode. Salut gang, bienvenue au Totalement Geek Podcast. Dans ce nouvel épisode, en fait, je vais te présenter en fait un peu le merveilleux univers des jeux de rôle, mais on va y aller sous un angle très précis. Donc, je ne vais pas faire une présentation de tous les jeux de rôle qui sont existants. Ce que j'avais le goût en fait de partager avec toi aujourd'hui, c'est vraiment l'impact que les jeux de rôle peuvent avoir dans le développement je dirais des jeunes dans un premier temps, mais aussi des adultes, parce qu'il n'y a pas d'âge nécessairement pour commencer les jeux de rôle. Puis je vais en profiter en plus. Ce qui est intéressant dans cet épisode-là, ça va être, en fait, je vais recevoir un invité qui s'appelle Sylvain Brousseau, qui est coordonnateur à la bibliothèque de la ville de Pont-Rouge, qui est aussi une personne qui pratique les jeux de rôle, mais justement qui a des projets super intéressants que je voulais qu'on discute ensemble pour que tu puisses découvrir en fait ces initiatives qui définitivement ont un impact sur la vie de jeunes en fait qui sont ici, qui habitent en fait dans la ville de Pont-Rouge. Donc, avant de me lancer dans cette superbe entrevue avec Sylvain, je voulais en fait commencer par te parler un peu de mon parcours à moi. Les jeux de rôle, j'ai découvert ça comment, puis en fait, quel genre de jeux de rôle j'ai joué et tout et tout. Donc, dans un premier temps, j'ai commencé, comme la plupart des gens, je dirais, de mon époque, là, j'ai 40 ans, je suis né en 85, c'est Donjons et Dragons qui était le jeu de rôle ultime. Depuis, on a eu énormément de moutures différentes, d'univers différents, que ça touche la science-fiction médiévale, le temps un peu plus contemporain. Donc, on a vraiment beaucoup d'univers à découvrir. Mais moi, le premier qui m'a initié, en fait, au jeu de rôle, c'est Donjons Dragons. Puis c'est mon grand frère, en fait, qui m'y a initié. Il y a 4 ans de plus que moi. Donc, moi, au début, quand j'ai été intégré dans tout ça, je me rappelle, j'étais quand même assez jeune. De mémoire, je vais avoir à peu près 9 ans. 9 ou 10 ans, j'ai joué des dizaines plutôt de campagnes au fil des années avec lui, avec ses amis, puis par la suite, j'ai fait mes propres campagnes avec mes amis à moi. Mais en fait, ça a été quand même quelque chose parce que j'étais jeune, c'était tous les amis de mes grands frères, de mon grand frère qui avait 4 ans de plus que moi. Donc, je suis persuadé, puis c'est la raison pour laquelle j'avais le goût de faire cet épisode-là. Je pense que les jeux de rôle ont joué un rôle important dans mon développement en tant qu'adolescent, en tant que jeune, là, 9 ans, j'étais un jeune qui est devenu un adolescent. Et je pense que c'est ce qui a en fait eu un impact en fait au niveau de ma créativité, ma curiosité. Je te parlais justement dans mon premier épisode du fait que pour moi, un geek, c'est une personne qui est curieuse en fait et qui aime découvrir, apprendre des nouvelles choses. Ben pour moi, les jeux de rôle, ça a touché vraiment ça parce que on est dans un univers complètement différent. On peut apprendre une foule de choses et on apprend aussi à se développer au niveau social, donc à interpréter des rôles, à interagir avec d'autres personnes dans diverses situations. Donc bref, non seulement j'ai eu beaucoup de plaisir en fait à passer ces nombreuses soirées-là, mais j'ai aussi, je pense, eu tout à gagner en fait avec les jeux de rôle. Puis j'avais le goût de te partager deux, trois petites choses en fait, parce que j'ai joué beaucoup à Donjons Dragons, comme je te disais précédemment. J'ai aussi joué à Vampire the Masquerade, donc un jeu de vampire en fait qui peut se passer à plusieurs époques. Dans mon cas, moi, on a beaucoup joué je dirais dans les années contemporaines. Et j'ai joué aussi à Loup-garou, Werewolf, qui justement se passe un peu dans le même univers, là, pas un peu, se passe dans le même univers que Vampire the Masquerade. Et ces deux-là ont vraiment, ça a vraiment été des jeux de rôle que j'ai joué un peu plus tard. Là. Je devais avoir plus 14-15 ans quand j'ai commencé à jouer à ceux-là, mais ça a été vraiment des super de belles expériences également. Donc, je voulais justement prendre 2 petites secondes pour te partager mes personnages préférés dans les 2 univers principaux, donc Donjons Dragons et Vampire et Loup-garou. Donc, au niveau de Donjons Dragons, j'ai un personnage, en fait, pourquoi je t'en parle aujourd'hui, c'est qu'encore aujourd'hui, mon frère me demande régulièrement si je pourrais pas venir faire une apparition avec ce personnage-là. Donc, ce personnage-là se nommait Lorne, en fait, c'était un sergent entraîneur de Brigand d'Aerts, en fait, là, à Menzo-Beranzan. Et c'est un Ranger Drow. Donc, un Ranger Drow que j'avais optimisé. J'avais tellement mis de temps dans ce personnage-là. Et vers la fin de la partie, pour finalement
arriver à un personnage qui était capable de faire tellement d'attaques par tour. On parle de 7 attaques quand même par tour. Donc, bref, un personnage que j'ai bien aimé développer, qui était un draw, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi, c'est un elfe noir qui vit dans les profondeurs, donc qui vit dans les souterrains. Et généralement, c'est quand même une race qui est très, qui est très maléfique. Donc, c'est vraiment pas une race, c'est pas des elfes gentils, là, je pourrais le dire ainsi. Mais dans le cas de ce personnage-là, il détonnait un peu avec le reste parce qu'il était très loyal, puis c'était quand même, oui, OK, c'était un combattant, puis c'était un survivant, mais je pense que c'est les deux choses. C'est un combattant survivant, mais qui gardait quand même une portion très, très loyale, très gentille. Donc, c'était pas un elfe noir standard directement. C'était vraiment un elfe noir qui sortait du lot. Puis, c'est souvent ce genre-là que j'ai dans beaucoup de mes personnages que j'ai joué à l'époque, et même quand je joue à Baldur's Gate 3 présentement, on dirait que j'ai de la difficulté souvent à jouer le méchant. Donc, on dirait que j'aime pas vivre avec ce poids-là, même quand je joue des rôles. Donc, ça transparaît souvent dans mes choix lorsque je jouais plutôt à des jeux de rôle dans le passé. Et maintenant, aujourd'hui, lorsque je joue encore à des jeux qui sont plus en monde ouvert avec un impact selon les décisions qu'on prend dans nos conversations avec les personnages non-joueurs. Et sinon, ben, au niveau de Vampire, de Masquerade et Werewolf, donc vampire et loup-garou, le personnage qui a marqué en fait mon adolescence, c'était Mr. Orange, qui était en fait un vampire du clan des Anti-Ventrue. Donc, c'était un espèce d'aristocrate qui avait vécu, là, je ne me rappelle plus exactement, mais des centaines d'années et qui était à la tête de l'entreprise Orange Corporation, donc une compagnie qui était établie, je ne me rappelle plus exactement la ville, je crois que c'était à New York de mémoire qu'on jouait cette partie-là aux États-Unis. Et c'était un personnage qui était, lui, il était méchant, c'est un de mes seuls, il était vraiment méchant, c'était vraiment quelqu'un, là, c'était un aristocrate très, qui pensait vraiment centré sur lui-même, puis qui développait son entreprise au détriment des autres autour de lui, puis qui était accompagné de Gus, qui était son chauffeur, son agent de sécurité, si je pourrais le dire ainsi, là, qui était une goule, en fait, là, qui avait transformé plusieurs années auparavant et qui le suivait un petit peu partout. Et j'avais aussi, d'ailleurs, un anaconda géant qui me servait à faire disparaître bien des choses lorsque je prenais des décisions, justement, pour l'entreprise et quoi que ce soit. Donc, bref, c'était comme tu vois, deux univers complètement différents. Puis c'est ça que je trouve intéressant dans les jeux de rôle, c'est qu'on peut passer vraiment d'un univers médiéval fantastique, on peut s'en aller dans quelque chose de plus contemporain où là, les gens vont avoir beaucoup de références avec le nom des villes, certaines entreprises, des interactions avec des choses qu'on peut se rappeler un peu de notre quotidien. Et de l'autre côté, on peut même aller vers des jeux de rôle de science-fiction que j'ai pas beaucoup joué moi personnellement, mais il y en a de plus en plus. Donc, même des trucs plus futuristes ou quoi que ce soit. Donc, ça peut être super intéressant aussi. Donc voilà, aujourd'hui, en fait, dans cet épisode-là, je t'ai parlé que je voulais parler des bienfaits des jeux de rôle. Initialement, mon idée était de faire une recherche. J'avais d'ailleurs entamé justement pour aller sortir des études parce que là, moi, j'avais ma vision de geek, de me dire, écoute, moi, les jeux de rôle m'ont aidé à être plus curieux, m'ont aidé à être créatif, m'ont aidé à avoir des meilleures aptitudes sociales quand que j'échange avec les autres. Mais bon, ça, c'est mon idée à moi, mais je suis pas un scientifique, j'ai pas fait d'études sur le sujet. Donc, j'avais été chercher, puis effectivement, j'ai trouvé des études qui avaient été faites un peu sur l'impact positif que ça pouvait avoir dans le développement. Puis là, j'ai repensé à un ancien collègue qui est Sylvain Brousseau, en fait, qui est coordonnateur à la bibliothèque de la ville de Pont-Rouge. Et je me suis dit, c'est bien beau les études, mais quoi de mieux que de parler vraiment de l'aspect pratique de la chose. Donc, Sylvain est un gars super créatif, assez verbomoteur aussi, donc vous allez voir, ça risque d'être une entrevue qui va être quand même, qui va avoir beaucoup de contenu, mais inquiétez-vous pas, il est super intéressant à écouter. Et bref, ce que je me suis dit, c'est je vais parler avec lui pour une raison précise. On parlera pas de toutes ses initiatives, parce que je te le dis, là, si tu es habitué d'aller dans une bibliothèque, Sylvain a vraiment une approche différente. Bien entendu, si tu veux avoir des livres, il y a une super de belle collection, il fait attention et tout. Et il offre un service incroyable avec ses collègues. Mais de l'autre côté, c'est un gars super créatif qui veut faire découvrir justement la bibliothèque aux gens d'une façon complètement différente. Donc, mais j'ai retenu deux projets en particulier que je lui ai dit que j'aimerais qu'il vienne parler parce que c'est en lien justement avec les jeux de rôle. Donc voilà, écoute, sans plus tarder, je vais pouvoir passer en fait le micro puis on va discuter justement, rien
installé ici le studio pour recevoir mon ami Sylvain, puis jaser avec lui justement de ses beaux projets, qu'est-ce qu'il accomplit, puis comment lui il vit justement là, dans son processus. Sur ce, je vous souhaite un très bonne entrevue. Écoute, bienvenue Sylvain, je suis vraiment super heureux de te recevoir aujourd'hui au Totalement Geek Podcast. On se connaît déjà, là, donc il n'y a pas de cachette pour personne. On a eu la chance de se connaître à la ville de Pont-Rouge. On a collaboré ensemble, toi à la bibliothèque, moi aux événements. Puis en fait, moi j'ai eu la chance de découvrir pas juste un collègue de travail, mais vraiment un passionné de divers niveaux. Puis quelqu'un de super créatif. Puis justement, au départ, quand j'avais pensé, c'est ce que j'ai un peu en entrée de jeu, en introduction, quand j'avais pensé à ce podcast-là, je voulais justement aller étudier un peu, chercher des études qui démontraient justement le fait que les jeux de rôle peuvent avoir vraiment des bienfaits super pour le développement d'un adolescent, même à l'âge adulte aussi. Puis là, je me suis dit, bon, c'est intéressant de sortir justement les données scientifiques, quoi que ce soit, mais il y a encore mieux que ça. C'est quelqu'un qui le vit au quotidien ou hebdomadairement. Puis justement, j'ai repensé aux initiatives que j'avais eu la chance de découvrir lorsque j'étais ici à la ville de Pont-Rouge. Puis c'est vraiment pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Je voulais qu'on discute justement de peut-être pas tous tes projets parce que t'en as tellement que ça ne rentrera pas dans l'épisode. Mais on pourra se concentrer sur 2 projets plus en particulier là, qui sont justement directement en lien avec les jeux de rôle. Puis à la suite de ça, ben écoute, même s'il nous reste du temps ou tu veux un peu déborder, il n'y a pas de problème. C'est tellement intéressant que je suis persuadé que les gens vont être intéressés puis contents d'en apprendre un peu plus là, sur tous ces sujets-là. C'est toi qui vas devoir me couper un bout de lait. C'est bon, fait. Si je te fais ça, là, quand je pars à parler des projets de la bibliothèque, des projets qu'on fait, je peux en parler très longtemps. Génial. Ben écoute, c'est super, puis je suis super content de te recevoir à ce sujet-là. Puis commençons plus légèrement, dans le fond. J'aimerais ça que tu me parles un peu plus de toi, dans le fond, de Sylvain, parce que oui, tu as tes projets que tu réalises, mais ça part justement d'une personne, d'une personnalité qui a vécu des choses. Fait que c'était capable de me parler un peu de ton parcours personnel, peut-être même en faire des liens justement avec ces projets-là, puis ce que les jeux de rôle t'ont apporté justement dans ta vie personnelle. En fait, moi, la bibliothèque, c'est une deuxième carrière. Moi, quand j'étais au cégep, je m'en allais en fait professeur au primaire. J'ai bifurqué en soins infirmiers. Donc, j'ai été infirmier pendant 11 ans. OK. J'ai travaillé avec des personnes âgées et en toxicomanie également. Et ça a été une belle carrière, mais c'est un métier qui est difficile. Assurément. Donc, et j'ai toujours été passionné d'histoire. Ça a toujours été quelque chose qui m'a passionné, particulièrement l'histoire de la ville de Pont-Rouge. La grande histoire aussi, mais particulièrement celle de Pont-Rouge. Et bon, à un moment donné, justement, je m'amusais à faire des recherches et je me cherchais un peu une nouvelle passion, un nouveau truc à faire. Et je me suis rendu compte que le métier d'archiviste, c'était quelque chose qui existait. Donc, je suis retourné aux études à l'âge de 30 ans pour justement aller faire un certificat en archivistique, en fait, un petit peu plus que 30, là, mais des multi-tandems. Et lui, dans le fond, c'est ça. Donc, j'ai fait mon certificat en archivistique à distance. Donc, tous ceux qui ont fait du télétravail pendant la pandémie, toutes ces choses-là, moi, j'ai fait ça pendant 1 an avec je comprenais ce qui se passait. Et par la suite, donc je ne m'enlignais pas du tout vers les bibliothèques. J'ai travaillé au Collège François de Laval, anciennement le Petit Séminaire de Québec. Oui, OK. Où justement, pour faire une tâche plus complète, j'ai travaillé en bibliothèque et là, j'ai découvert le monde des bibliothèques. Et toutes mes passions, en fait, quand j'ai vu le concept d'une bibliothèque, je me suis dit, il y a plein de choses que je fais, plein de choses que j'aime qui peuvent rentrer là-dedans. Oui, qui peuvent cadrer là, justement dans l'environnement. Là. Une bibliothèque, c'est une grosse page blanche, en fait. Ben là, c'est des livres. À l'intérieur des livres, c'est un millier d'univers. Et ces milliers d'univers-là, moi, ils me font triper. Tu disais dans ton premier podcast le titre de multi-passionné. Je suis un multi-passionné aussi. J'adore plein de choses. Et justement, ben, le jeu de rôle en est un. Moi, j'ai découvert le jeu de rôle aux alentours 10, 11 ans là, dans ces... OK, à peu près dans les mêmes années que moi. Là, dans ces eaux-là, à peu près. En fait, c'est le frère d'un ami qui, lui, s'est mis à jouer ça. Il était lui, il avait 2 ans plus que nous autres, à peu près. Donc, lui, il a commencé à jouer à ça. Puis, Pierre-Luc, son frère, qui est mon ami, commençait à regarder ça. Ça a commencé à nous intéresser. Donc, tranquillement. Et j'apportais des petits trucs. Ah oui, c'est parfait. Je me permets, parce que c'est plus rare de les trouver ces temps-ci.
Oh là là, OK. Et Seigneur, OK. Oui, définitivement. Ceux qui l'écoutent avec du visuel, ils pensent que c'est la boîte à l'époque, justement, avec laquelle on commençait. OK, c'est un voyage dans le temps, ça, là. C'est un voyage dans le temps. Pour un grand nostalgique comme moi, c'est qu'elle déjà y est. Donc, en fait, je te Oui, c'est ça, le guide avec les règles de base, tout ça, là. Exactement. Donc, Wow, OK. ça a commencé par ça. On savait pas trop dans quoi qu'on s'embarquait. Et là, on jouait un peu n'importe comment quand tu regardes les vraies règles. Mais tu as 11, 12 ans, tu joues comme ça te tente. Et ce qui est drôle, aujourd'hui, on a de la technologie plus accessible. Oui. Juste se faire des photocopies de ça. Se trouver une photocopieuse à l'époque, c'était un enfer. Et justement, parfois, c'est à la bibliothèque, justement. C'est ça qui est drôle, là. En tout cas, moi, du moins, de mon souvenir, là, on allait à la bibliothèque. On avait la chance, le père de Pierre-Luc avait un garage. OK. Fait que là, on avait accès à une photocopieuse. Il ne fallait pas trop en faire. Tu sais, je comprends. Oui, c'était aussi accessible qu'aujourd'hui. Là. Exactement. Aujourd'hui, c'est plus accessible. Donc, c'est incroyable. Donjons et Dragons, ça a commencé par ça. Et comme je te dis, on y allait un peu avec les règles comme on le pensait. Puis, on n'avait pas aussi, quand on jouait de maître de jeu, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, on peut parler un petit peu comment ça fonctionne. En fait, tu as un maître de jeu qui, lui, dans le fond, raconte une histoire. Oui. Qui va inventer, ou des fois, tu as des scénarios aussi qui peuvent être achetés, donc on peut modeler et tout ça. Mais il y a vraiment quelqu'un qui raconte une histoire et les joueurs, eux, vont incarner un personnage et vont tenter, dans le fond, de résoudre des fois des énigmes, des fois il y a des combats, des choses comme ça. Et tout se fait, et là, je me rends compte que j'ai oublié d'en apporter des dés. Oui. Je voulais en apporter, puis j'ai complètement oublié parce que je me suis rendu compte que mes dés n'étaient plus dans cette boîte-là. J'en avais dans mon bureau, puis je les ai complètement oubliés. Donc, des dés à des faces différentes. Oui. Tu as des dés à 4, des dés à 6, 8, 10, 12 et 20. Et le fameux 20. Le fameux 20. Donc, c'était un univers qui était complètement nouveau à ce moment-là. Et c'est ça, pour terminer la façon de faire, la personne raconte, les gens jouent, qu'ils font, et ces choses-là. Et les dés servent, dans le fond, à savoir si tu es chanceux, malchanceux, si tu réussis, si tu rates. Si tu rates avec un 1, ben souvent tu vas avoir une conséquence, ton épée va se briser, tu vas te coincer un pied, voilà, donc, et ça, c'est le rôle justement du maître de jeu, d'interagir avec. Dans le fond, c'est une histoire qui va se promener comme ça. Ouais. Donc, il y a une trame, le maître de jeu sait d'où on part, sait où on veut s'en aller, mais tout dépendant de ce que les autres vont décider de faire, ça se peut que ton histoire elle change. C'est ça. Faut qu'il y ait quand même une certaine vivacité d'esprit pour le maître de jeu. Ouais. Connaître un petit peu, en fait, assez bien l'environnement qu'il veut développer. Parce que des fois, les gens vont nous sortir des idées pas possibles pour se faire. OK, comment... oui, c'est ça. Puis là, la vitesse d'esprit, la créativité, je pense que ça rentre directement en ligne de compte parce que le maître de jeu, c'est un peu comme le réalisateur d'un film, là, finalement. Là, mais ça se fait en temps réel, donc ça se bâtit au fur et à mesure, comme tu le dis, des décisions qui peuvent parfois être un peu improbables, tout selon la créativité du moment du joueur. Là. J'ai eu des situations parce que dans le fond, ce qui a amené le Donjon et Dragon à la bibliothèque, j'ai décidé de partir justement un groupe d'initiation à Donjon et Dragon pour les jeunes. Donc, je visais des adolescents. C'est sûr que les adolescents dans une bibliothèque, c'est toujours un petit peu plus dur d'aller les chercher. Assurément. Parce que c'est justement ce moment-là dans ta vie que tu vas découvrir une multitude de passions. Tu vas te concentrer un peu plus dans le sport. Tu vas découvrir de nouvelles choses. Tu vas avoir accès à de nouvelles choses. Le secondaire, c'est une pépinière à idées. Puis oui, c'est ça. Puis t'apprends des connaissances. Exactement. Donc, c'est difficile un petit peu, des fois, de les garder accrochés à la bibliothèque. Ouais. Donc, je me suis dit, OK, allons-y avec ça. On essaye. Ma fille, justement, était adolescente, donc je me suis dit, OK, on va l'essayer. Tant qu'à essayer, on avait essayé une fois à la maison, tout simplement, avec ma conjointe, tout ça, puis elle avait aimé ça. Donc, je me suis dit, OK, on parle. Ouais. Je sais que j'ai déjà une personne, elle en avait parlé un petit peu autour d'eux autres, et finalement, on a eu un beau groupe de jeunes. On a joué pendant 2 ans. Là, on s'est arrêté. Question de locaux, tout ça, mais ça va revenir éventuellement. Mais là, on est comme en pause. Mais oui, on a joué une campagne de 2 ans. C'est quand même quelque chose. Puis 2 ans, est-ce que ça a toujours été les mêmes jeunes? J'en ai une qui a quitté parce que dans le fond, elle a été... en fait, j'ai commencé avec 5 jeunes. Il y en a une qui a quitté parce qu'elle est partie au cégep. Puis là, l'horaire
fonctionnait plus avec son horaire de cégep. Je comprends. Donc, on a amené quelqu'un d'autre. Donc, après le premier 6 mois, on a perdu quelqu'un, on l'a remplacé tout de suite. Et ensuite, quand on a commencé la 2e année, il y a un des jeunes qui commençait le football, justement. OK. Donc, ils m'ont écrit, Sylvain, je pourrais plus jouer, finalement. Conflit d'horaire. Conflit d'horaire, c'est ça, avec les pratiques de football. Fait que je fais, ben, regarde, c'est pas grave. On va s'en reprendre si jamais on est capable de te ramener plus tard. Donc, il y avait une amie de quelqu'un qui a dit, ah ben, moi, je vais prendre sa place. Ouais, fait que c'est beau. Et finalement, le jeune en question est revenu en me disant, hey, finalement, les pratiques sont pas à ce moment-là. Ça. Donc, je suis passé d'un groupe de 5 à 6. À 6, OK. Et dans le fond, on a fait un an complet avec ces 6 joueurs-là. Donc, il y a aussi toujours cette dynamique-là qui était particulière de j'ai des joueurs qui connaissent la campagne depuis le début et on rentre des nouveaux joueurs. Donc là, c'est d'incarner leur personnage, de se présenter en tant que personnage. Et moi, je faisais attention pour les appeler par le nom de personnage. Oui. Essayer d'être le plus immersif possible. Parce que ça, c'est un point qui est important, dans le fond, pour un maître de jeu, c'est de rendre ça le plus concret possible. Il faut décrire l'environnement, il faut essayer de faire passer un peu le feeling. C'est ça, l'ambiance, vraiment. L'ambiance, oui. Puis, un des trucs, je suis pas très bon, je suis pas un imitateur, je fais pas... mais il y a certains personnages que je savais qu'ils allaient les suivre pendant un bout de temps. Donc là, eux, je leur donnais une petite note là, particulière, un petit parler un peu spécial. Dans le Seigneur de voix. Ouais, je l'incarnais un petit peu plus. Je faisais pas à tous les personnages, parce qu'à un moment donné, ça devient lourd, puis aussi... OK, je l'ai fait comment, ce personnage-là? Oui, certains dans le jeu. C'est ça, dans le temps. Puis là, je me suis dit, on va y aller avec certains personnages que je sais que je garde pendant un certain temps. Bon, ben, je lui donne une douche particulière. Et il y a des personnages qui ont détesté à cause de ça. Il y a le personnage que je faisais qui était très imbu de lui-même, et qui avait toujours fait quelque chose de meilleur que les autres. Donc, quelqu'un dit, j'ai fait ça. Moi, j'ai pété l'affaire. Puis là, je l'ai grandiose un peu. Ouais, il devait être un peu moins populaire. Ouais, au début, ça allait, mais plus ça allait, moins il était populaire. Il y avait même des joueurs qui l'ont attaqué à un moment donné. OK, parce que là, ça en était assez. Là, ça en était assez. Ça, c'est le genre de situation où tu dis, OK, attends, non, moi, ce personnage-là, faut pas qu'il meure. Il est important pour la suite de l'histoire. Bon, j'ai peut-être poussé la note un peu, mais il faut que je le garde en vie. Fait que là... Qu'est-ce que je peux faire pour le protéger, désamorcer la situation? Donc ça, des fois, il y a des situations où justement le maître de jeu voit que la situation... Moi, je le sais que j'ai tel autre monstre qui s'en vient, j'ai telle autre affaire. Ils vont se faire défoncer. Et l'objectif du maître de jeu, c'est pas de détruire. C'est d'arriver sur la délicieuse incertitude. Oui. On va-tu réussir ou on réussira pas? L'objectif, c'est qu'ils réussissent, mais peut-être pas que tout se passe bien. Donc, il faut trouver cette espèce d'équilibre-là. Ouais. Et à un moment donné, justement, il était dans une espèce de corridor, il y avait des pièces, tout le kit. Le combat là, il va être perdu. C'est sûr qu'il faut qu'il s'en aille. Alors là, moi, en tant que maître de jeu, je dois essayer d'ouvrir les possibilités à vous pouvez vous sauver, là. Pensez à vous sauver. On se déplace, il ne vous court pas après. Il y a un des jeunes qui n'a pas saisi cette occasion-là. Lui a fait, moi, je continue. Juste. Oh, et moi, je me lance, puis je vais jusqu'au bout. À un moment donné, c'était, donc, je le tue. Ils vont le kidnapper dans ce cas-là. Et on s'est ramassé à faire une session de jeu de 2 heures, parce que c'était des sessions de 2 heures qu'on faisait, complètement improvisées, parce que là, j'étais mal pris avec la situation. Ça a été trippant. On a eu une souffle. Là, c'était improvisation là, à fond. Oui, parce qu'il n'y a pas le même cadre que dans un jeu vidéo, exemple. Là, parce que là, toi, c'est ça, comme tu le disais tantôt, pas tu subis, mais tu dois réagir en fonction des décisions. Puis effectivement, je pense que, on parlait de créativité. Je pense que ça, là, c'est directement en lien avec ça. Puis je suis curieux, justement, au niveau... justement, tu me parlais des jeunes, parce que là, il y a des jeunes qui ont vraiment fait 2 ans complet avec toi. Comment tu as vu un peu... Est-ce que tu as vu une évolution dans leur aisance, dans la personnification de leur personnage? Est-ce que tu vois un petit peu d'amélioration, peut-être même dans leur jeu? Oui, et dans leur relation entre eux. Oh, OK. Ça a été ça qui a été vraiment intéressant parce que, oui, bon, il y a toute la question de créativité, justement, et tout ça, mais c'était
au départ, 5 jeunes qui se connaissaient pas ou qui, à la limite, savaient que, bon, un tel s'appelle comme ça. Ouais, mais tu sais, je l'ai déjà croisé à l'école, mais sans plus. Et au fil du temps, ils ont appris à se connaître. Ce ne sont pas devenus des amis nécessairement très proches, mais c'est quand ils se croisaient, puis ça, ils me l'ont dit, quand on se croise ou un a de la misère avec son cadenas à l'école, ben je vais aller l'aider. Il y a eu de l'entraide et des relations qui se sont créées là-dedans. En fait, c'est 5 personnes qui n'auraient pas dû se retrouver ensemble. Oui, je comprends. Qui, finalement, parce qu'ils ont eu une passion commune pendant un certain temps, ben là, se connaissent maintenant et ont pu développer des choses et pourront s'aider peut-être, vont peut-être se recroiser dans leur vie plus tard, dans d'autres choses. Et moi, ce que je voulais aussi, c'était lancer un petit peu, justement, l'idée que ça existe. Si tu veux aller plus loin, parce que d'abord, c'était une initiation. À la base, je n'étais pas supposé faire ça pendant 2 ans avec le même. C'était pas l'objectif, mais ça allait tellement bien, on avait tellement de fun que on a continué. C'est sûr que là, éventuellement, je voudrais recommencer, mais je vais revenir plus à un côté initiation. Donc, peut-être un 6 mois. Puis après ça, si vous voulez continuer, vous pourrez. On va refaire des aménagements à la bibliothèque. Mon bureau va devenir une salle. On déménage mon bureau éventuellement au cours de l'année. On ne sait pas quand encore. Mais mon bureau va être déménagé dans où le coin café à l'entrée. Oui. On va fermer un petit coin. Mon bureau va s'en venir là pour que je sois plus proche justement du comptoir de prêt. Et mon bureau, parce que le local qu'on servait pour Donjons et Dragons, dans le fond, qui est au 2. Ouais, c'était le 151, c'est dans Place Saint-Louis. Et dans le fond, c'est un organisme qui le récupère. OK, là, j'ai plus de bloc. On espère. Ouais, c'est ça. Pour faire ça. C'est pour ça, dans le fond, que je ne l'ai pas reparti, parce que je ne savais pas quand est-ce que les travaux se feraient. Donc, je ne voulais pas qu'on commence, puis que finalement, je suis obligé d'arrêter au beau milieu, puis là, essayer de trouver un cas à ça. Il y avait un problème physique, là. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on l'a arrêté. Mais quand je vais avoir, dans le fond, le bureau actuel où je suis, va devenir une petite salle que les gens vont pouvoir louer, tout ça. Mais moi, je vais pouvoir bloquer des périodes puis dire, on fait du Donjons et Dragons. Et même les citoyens pourront réserver, mettons qu'il y a un groupe, tu voudrais te partir un groupe de Donjons et Dragons, tu pourras réserver une plage de 2 heures pour dire, on s'installe. Puis moi, dans le fond, tout le matériel Donjons et Dragons qu'on a sera à disponibilité pour les gens. Pour les gens qui... Exactement. Cette petite salle-là va changer bien des choses là, pour plusieurs types d'activités. Ça va nous permettre d'avoir... parce qu'il y avait aussi la question de pouvoir le réserver. Le local qui est à l'extérieur, là, je veux dire, on va être gestionnaire de notre propre local. Ça va faciliter les choses, c'est sûr et certain. Super. Puis écoute, j'aimerais ça qu'on revienne sur l'aspect de communauté parce que, briser la solitude, je pense que chez les jeunes, il y a des jeunes qui vont vivre ça, des adultes aussi, là, pas juste des jeunes. Mais l'aspect de communauté, je trouve ça, c'est intéressant aussi parce que, comme tu le dis, c'est des gens qui n'auraient pas vraiment eu la chance de se rencontrer ou du moins n'étaient pas destinés à vivre des moments ensemble nécessairement, mais cet petit aspect justement de communauté-là, de dire, écoute, nous, on a un rendez-vous hebdo, à chaque semaine, on passe 2 heures ensemble avec une passion qu'on découvre ensemble, une passion commune, dans le fond, là. Puis je trouve ça intéressant parce que définitivement, je pense que ça peut aider aussi dans le développement d'un adolescent qui peut-être, comme tu le disais tantôt, secondaire, tout va vite, il y a un paquet, moi, j'ai 4 garçons là, à la maison, puis je le vois, là, à chaque année, une nouvelle passion qui arrive, puis là, veux pas, c'est un moment de ta vie où tu te cherches énormément, t'es pas encore sûr, une année, c'est telle chose qui t'intéresse, l'année d'après, c'est complètement autre chose, donc je trouve ça intéressant parce que justement, cette communauté-là, que tu les inities en fait à une activité qui est différente, mais non seulement peut aider créativité, peut aider justement à développer des aptitudes sociales, tout ça, mais l'aspect d'effet de communauté, moi, je pense que ça aussi, ça joue un rôle super important. Il y a ça, mais aussi, dans le cadre de ce projet-là, c'est sûr que si c'est juste un groupe d'amis ensemble, c'est différent. Mais là, dans ce cadre-là, c'était aussi de prendre les jeunes où ils étaient. Oui. Et d'essayer de les amener, justement, à sortir peut-être un peu de leur coquille. Donc, il y a des jeunes qui, justement, au début, disaient pas un mot. Il y en a d'autres qui étaient très extravagants et qui prenaient beaucoup de nature, là, mettons. Là. Exactement, de nature. J'avais aussi des différences d'âge aussi. Il faut considérer que quand tu es rendu à 16 ans, avec un jeune, c'était à partir de 12 ans. Donc, j'avais des jeunes de 13 ans avec des jeunes de 16. 16, t'es rendu secondaire 4, tu as un peu plus de torque. Oui, tu sais, pour le plus jeune, là, c'est quand même imposant. C'est un grand, tu sais. C'est ça. Tu sais, rendu à notre âge, on s'en rend pas compte. Le gars, c'est ça, il n'y a pas vraiment de différence. Mais quand tu es adolescent,
il y a une grosse différence. Donc, en tant que maître de jeu, mais aussi, je veux dire, animateur dans tout ça, hein, je veux dire, comme un double chapeau. Oui, c'est un peu ça. En fait, un maître de jeu, ça l'anime. Oui, Parce que simplement. Mais là, il y avait une partie, justement, qui était, bon, je vais appeler ça le développement de la personne, là, mais c'est pas vraiment ça, là, mais je m'assurais, justement, OK, toi, tu fais quoi? Parce que j'en avais un qui prenait quand même beaucoup de place. oh, oui, ben naturellement, il y a toujours un leader. Oui, c'est ça. Positionné. Là, Fait que là, c'était comme, on va faire ça. OK. Tu sais, Toi, t'en penses quoi? toi, t'en penses quoi? Parce qu'au début, c'est tout. Oui, OK. Oui, OK. Mais là, après, tu t'en c'est OK, c'est lui qui prend toutes les décisions. Ouais. C'est trippant, tu sais. Les jeunes embarquent quand même, mais OK, on va se ramasser pour que lui soit isolé un petit peu. OK, ben là, t'es tout seul. Et là, les autres peuvent pas t'aider dans ta décision. Ah, OK, ben, je vais faire ça. OK. Fait qu'il il y a ce côté-là aussi, et j'ai vu des personnalités se transformer au cours de ces 2 années-là, justement, prendre un petit peu plus de place, affirmer plus leur choix. Ouais, OK. Plus d'assurance, là, finalement. Oui, Là. oui. Et aussi, un côté, puis ça, je sais qu'on va parler d'un deuxième sujet. Oui. On a ça. Puis on peut faire un Parallèle. Oh oui, il n'y a pas de... en fait, c'est aussi, que ce soit dans le Donjon et Dragon ou tout autre jeu de rôle. Si on parle de Donjon et Dragon, Oui. il ne faut pas oublier qu'il y en existe Un paquet. un paquet. Tu peux faire des jeux de rôle dans toutes sortes d'univers. Lui, c'est comme le plus connu. Ben, oui, c'est ça, c'est effectivement le plus connu. Puis d'intro, justement, j'en parlais, tu sais, du fait que moi, j'ai joué aussi à Vampire the Masquerade, j'ai joué à Werewolf aussi, donc, tu sais, j'ai joué quand même à différents J'ai chiffres joué de ça. Star Wars, Twilight Devil. En effet, Il y en a dépendant des tellement. univers qu'on veut explorer, il y en existe. Mais c'est ça, faut les découvrir un petit peu. Souvent, c'est juste plus en anglais. Donc, Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Ouais, j'utilise les termes anglophones parce que c'est comme ça que je les ai appris, là, mais effectivement, tu as raison que c'est pas tous les systèmes qui sont accessibles nécessairement en français facilement. Mais il y a toujours moyen, justement, de partir. Ça n'est pas obligé d'être. Là, on voyait la petite boîte. Oui, tout à l'heure. Là, c'est 3 livres maintenant de règles. Oui. On est rendu à la 5e édition des règles. Ouais, maintenant, c'est le numérique. Là, je joue plus. Dans le fond, ben, mon frère est un grand joueur. Il lâche pas. C'est sa passion première, je pense. Là. Puis effectivement, c'est ce qu'il me disait. Là, maintenant, tout est rendu en ligne. C'est facile. Tu peux payer. Puis avoir ça, c'est à tous les livres que tu veux. Ça peut être très, très lourd, mais on peut, et c'est des initiations que je vais amener éventuellement en 5 sessions. Ça va être à la bibliothèque. Découverte, j'ai 4 univers. OK. C'est des livres qui ont été faits, mais qui sont déjà discontinués. J'ai de la difficulté à les trouver. OK. Mais c'est comme un jeu de rôle clé en main, avec beaucoup d'objets physiques. Fait que les pièces sont en carton. Là, tout est en Oui, c'est ça. cartonné. C'est un tout en un. Là, Mais c'est ça inclus dans le... Et c'est en 5 sessions, ben simple. Il y en a un qui est dans un univers plus Donjons et Dragons, mais il y en a un autre qui est dans un univers fantastique. Je veux dire, plus Star Wars. OK, plus science-fiction. Ouais, plus science-fiction. Un qui ressemble un petit peu plus dans le style Harry Potter. OK. Puis le dernier, je me souviens pas ce que c'est exactement. Mais je veux aussi montrer que oui, il y a Donjons et Dragons, mais il y en a d'autres. Donc, si les dragons, ces choses-là, ça t'intéresse plus ou moins, tu n'as pas d'intérêt, ben, il y a peut-être autre chose de ce côté-là. Et, oui, excuse-moi, puis justement, au niveau, je parlais de vampires et loup-garou, là, mettons, là, ces 2 jeux-là, puis ça, c'était une chose que je trouvais intéressante parce que là, nous, on le jouait, selon la partie, parce que là, ça pouvait se passer à différents moments de l'histoire, mais quand on avait des parties qui étaient plus actuelles, écoute, ça donne une dynamique complètement différente parce que là, tu joues dans un univers que tu connais plus, tu sais, il y a beaucoup de références que tu peux avoir, là, en tant que maître de jeu, exemple, là, dans ta partie. Je trouvais ça intéressant aussi, là, parce que tu vas aller ajouter justement des petits colis à l'intérieur, là. Quand on jouait justement à Twilight 2000, ça se passe à l'époque actuelle. Donc, c'est une espèce de guerre civile actuelle. Là. Je me souviens pas des détails de tout ça, mais c'était contemporain. Et nous, on avait introduit, justement, il y avait les cours de technologie en secondaire 2 à l'époque. Ouais. Notre professeur était un de nos personnages.
Donc, quand on avait à faire modifier un véhicule, ces choses-là, on allait voir Guy Bourret. Et Guy Bourret nous patentait ça. Et, fait que ça fait Ah, c'est bien drôle. Il y a moyen de rentrer des éléments qu'on connaît dans ces différents types de jeux-là. Ah, c'est vraiment le fun. Écoute, je trouve ça génial. Puis, tu sais, l'aspect, tu me parlais de l'assurance aussi, parce que c'est vrai, il y a ça aussi, hein, parce que les jeux de rôle, contrairement à un jeu de société, contrairement à un jeu vidéo, par exemple, ça a quand même, c'est plus stressant, là, parce que là, c'est toi qui dois personnifier un personnage. C'est pas tout le monde qui est à l'aise nécessairement. Puis, tu sais, moi, je me rappelle mes premières parties. Moi, c'est mon frère mon grand frère, en fait, qui m'a intégré justement à l'univers des jeux de rôle. Puis, quand on a commencé ensemble, écoute, lui, il avait 4 ans de plus que moi. C'était tous ses amis. Moi, j'avais peut-être 10 ans, 9 ans environ. C'était des grands là, de 13, 14. Ils ont déjà joué. Ils savaient déjà jouer. Tu sais, fait que là, tu arrives là-dedans, puis là, tu dois interagir avec eux. Puis définitivement, moi, je pense que ça l'aide parce que veux pas, tu te mets dans une situation légèrement inconfortable. Ça reste que c'est du jeu, là. Mais les premières séances, c'est légèrement inconfortable. Ouais. Puis je pense que c'est super bon aussi là, pour te permettre justement après ça d'être un petit peu plus flexible, d'apprendre à gérer des situations qui pourraient peut-être être stressantes là, dans le futur. Ben, c'est un peu ça aussi. Puis le parallèle que je voulais faire avec le GN, Oui, ben justement. ben, il est directement là. En fait, pourquoi est-ce que le Donjon Dragon à la bibliothèque a développé le côté GN? En fait, c'est les jeunes de Donjon Dragon qui m'ont dit à un moment donné, ah, ce serait le fun de faire du GN. Puis je fais, OK, on fait ça comment? Là? Je veux dire, on part de où? Oui, parce que c'est différent, c'est dans le monde réel. Là, J'avais jamais fait de GN. OK, moi j'en ai fait. J'ai eu l'occasion de faire ça. La vie étant ce qu'elle est, des fois, ça va vite un peu. Oui. Puis, ben, ça a passé. C'est quelque chose que j'aurais aimé faire, mais que je n'ai pas eu l'occasion de faire. Donc là, je me suis informé un petit peu, mais ça reste que c'est quelque chose qui se vit. Ouais. Il n'y a pas de livre là-dessus. Non. Là, c'est vraiment. Il n'existe pas de livre, il n'y a pas d'explication. Puis j'ai cherché, parce que je me suis dit, il y a dû y avoir des gens qui en ont écrit. Quelques ouvrages, quelque chose, là. Ouais, c'est ça. Ça va où commencer? Et non, ça n'existe pas. Ou si ça existe, je ne les ai pas trouvés. Ouais, puis d'après moi, tu as dû chercher quand même. J'ai quand même cherché. Ouais, t'es connaissant, là. Donc là, je me suis dit, OK, bon, comment est-ce que je peux faire quelque chose qui va s'apparenter à du GN? On n'est pas bicoline, là. Non, c'est ça. C'est pas un événement d'envergure qui a une centaine de personnes. Donc, je suis plus arrivé avec des ateliers dans un univers médiéval fantastique où, justement, j'allais faire sortir les jeunes un peu des habitudes qu'ils ont. Donc, arriver avec nous, on incarne des personnages, mais eux n'étaient pas obligés d'incarner un personnage. Tranquillement, on les amenait à, puis surtout à développer qui tu veux être dans cet univers-là. Parce que tu as le choix, tu peux jouer quelqu'un qui est collé sur ta réalité à toi. Tu peux le jouer comme tu es, comme tu peux décider de jouer l'inverse de ce que tu es. Et c'est là que c'est intéressant, que ce soit dans le Donjon Dragon ou dans le GN, c'est que tu peux tester des choses dans une réalité qui n'a pas de réelles conséquences. Ouais. Donc, jouer selfish, jouer juste pour soi, pas vouloir partager les ressources, pas pouvoir... Ça fait quoi dans la vraie vie? Oui, c'est ça. Ça C'est quoi la réaction des autres? Réaction autour de soi. Si je pose telle action, ça va faire quoi? Donc, c'est un beau laboratoire pour tester des choses que tu vas utiliser dans la vraie vie après. Mm. Des interactions que tu vas ou apprendre à décoder un peu les gens. Quand tu arrives, que ce soit pour un emploi ou des choses comme ça, tu vas arriver auprès de la personne, ben il y a une première interaction. Il y a une façon qu'on peut parler. Bon, je donne un exemple. On avait un personnage qui était un noble et tout ça, donc que j'incarnais. Et un homme, tu ne vas pas lui parler n'importe comment. Non, OK, non. C'est caricatural. Mais ça reste que quand tu vas parler à quelqu'un, mettons, pour avoir un emploi, ben tu lui parles pas. Hey, salut, comment c'est ça. Tu ne parles pas avec ton ami. Exactement. Là. Tu mets 2 prises en partant. Tu vas peut-être avoir l'emploi quand même. Mais il y a des codes un tout petit peu. Ouais. Donc, tu vas pouvoir aller tester dans ces jeux-là, voir un petit peu la réaction des autres et t'ajuster après ça, puis utiliser ces choses-là dans ta vraie vie par la suite. Ouais. Fait qu'il y avait ce côté-là, vraiment relation personnelle que je voulais tenter. Et il y avait tout ce qui est manuel. Ouais. Donc, je voulais parce que et là, je fais pas le procès de génération, c'est pas l'objectif. Et pas du tout. Mais on a constaté
surtout à la bibliothèque, au niveau dextérité fine, Mhm. les jeunes d'aujourd'hui, et là, je mets jeunes, Oui, au sens large, ouais. parce qu'il y en a qui sont très bons en partant. Oui, ben ça, c'est comme dans tout, là, mais Ouais. je comprends, tu veux parler plus Ouais. globalement. là. Il y a plus de difficultés avec la motricité fine, découpée. Hey, dans le temps, là, si mes parents écoutent ça, on faisait des affaires dans le bois. On les salue. Oui, on salue parce que c'est sûr qu'ils vont finir, c'est sûr qu'ils vont l'écouter, je vais les envoyer. Tu sais, on allait dans le bois, on grimpait dans les arbres, on coupait des planches, on se faisait des cabanes, on faisait des affaires que aujourd'hui, ben, Oui, c'est ça. Ben, on est dans un monde un peu plus virtuel. Veux pas, tu sais, ça reste une réalité, même s'il y en a qui continuent à passer complètement dehors. Ça reste que globalement, il y a beaucoup plus de jeunes qui vont avoir des. En fait, ils ont plus une facilité d'accès, en fait, à tout ce qui est dans l'univers virtuel. Puis c'est sûr que ça, c'est complètement différent parce qu'on est à peu près dans les mêmes âges. Puis, tu sais, définitivement, c'est ce qu'on a vécu, disons, comme enfance. Veut pas, c'est différent. Au même titre que c'est différent de ce que nos parents ont vécu aussi. Tout à fait. Nous, on avait l'ouverture vers les premiers jeux vidéo, l'informatique, tout ça, mais quand même. Mais on a fait des projets. Dans le fond, on a fait ça sous forme d'atelier. Puis moi, les jeunes étaient déjà avisés. Là, on n'aura pas un vrai château. Je peux pas décorer la bibliothèque en château. Il y avait des limites. Comprenez les limites. Puis les jeunes ont fait, OK, c'est beau, on embarque là-dedans. Fait qu'on avait entre 10 et 15 jeunes qui venaient aux ateliers et on leur faisait faire des choses, justement, qui, pour une majorité, les sortaient de leur zone de confort. Je t'ai amené, j'ai dit, j'en ai plein. Ben oui. J'ai amené un truc ici. Ça a l'air bien sain. Ça fait une petite lanterne. Une lanterne, en fait, qui est à l'intérieur, c'est une petite lampe de poche jointe, tout simplement. Mais c'est un jeune qui l'a fait. Donc, moi, j'étais un commerçant aussi. J'ai eu plusieurs rôles. Donc, Balthazar, le marchand, qui accueillait les jeunes. Pour leur présence, lui donnait des pièces. Donc, il y avait une économie aussi. Donc, apprendre à marchander aussi. Ou des fois, il y a certains matériaux, tu n'avais pas le choix de t'allier à une autre personne. Parce que sinon, tu allais avoir trop de matériaux pour rien. OK? Donc, je donne un exemple. La petite planchette ici, elle avait 1 pied par 1 pied. Mais pour la faire, il fallait la couper en 4. Donc, tu en as pour 2 personnes. Mais elle valait 3 pièces d'or. On deal ça comment? On veut pas la clientèle. Donc, là, 25 sous. Là, j'avais. Là, je payais 3 pièces, puis je me ramassais avec trop de matériel, puis j'étais comme pris avec. Ou non, je m'alliais avec quelqu'un. Puis là, OK, regarde, moi, je vais payer la pièce excédentaire pour ça. Et si jamais, à un moment donné, il y a une autre pièce excédentaire, là, c'est toi qui vas le payer. Il y avait des affiliations comme ça. Et après ça, il y en a pour qui c'était la première fois qu'il y avait du scie dans leurs mains. Donc, j'imagine si le planche de bois, c'est eux qui l'ont fait. Puis c'était scie à main, là. Parce qu'on voyait justement un petit peu, c'était pas une grosse scie, tu sais. C'est pas une grosse atelier de confection. Non, c'est ça. Donc ça, apprendre à tresser. OK, donc ça, vraiment, tu as été tressé. Il n'achète pas la corde. Non, ça, là, il achetait une corde, OK, mais il devait la tresser. Et là, j'ai des gens qui étaient avec moi, donc des bénévoles qui jouent aussi des personnages, qui vont les aider. Chacun des personnages a aussi sa personnalité. Donc, on a Silax qui est le capitaine d'un navire avec son matelot, dont il ne se souvient jamais du nom. Et donc, ça, c'est très drôle. On a Lolia qui est plus artistique, justement. Donc, qui va... on a appris à coudre. On a appris à tresser des choses. Il y en a ça. Il y a beaucoup d'acquisitions de compétences. Oui, c'est complètement différent. Là, c'est la coupe de bois, l'assemblage, le nouage. Exact. Et là, l'arture, tu sais, c'est clair. En fait, c'était d'essayer de leur donner des trucs qui, peut-être aujourd'hui, ne leur servira pas nécessairement. Mm-hmm. Un jour, ils vont partir en appartement et ils auront peut-être besoin d'une de ces compétences-là, puis de se dire hey, j'ai déjà fait quelque chose qui ressemble. OK, je me souviens que on a, parce qu'ils se sont fait des gourdes. Okay. En fait, on a acheté des gourdes molles en plastique. Oui. Mais bon,
ça n'a pas l'air exactement. On a fait un par-dessus Oui. en cuir. Donc, puis là, ben, il fallait qu'il coud tout autour pour que ça se tienne. On a fait une pochette à boussole. On a fait justement de la carte et boussole. Donc, OK. on a fait imprimer des plans de Pont-Rouge, que c'était une contrée lointaine. Oui, on joue le rôle, mais il y avait des coordonnées. Donc, ils ont appris à utiliser les Ça, c'est boussoles. génial parce que, tu sais, de nos jours, pas de GPS, il y en a beaucoup qui sont dans le trouble. Se repérer sur une carte. On a fait des jeux basés sur la mémoire aussi. OK. Donc, on a fait toutes sortes d'ateliers qui étaient toujours... il y en a un, c'était des fioles, parce qu'on a notre quatrième personnage qui est une sorcière. OK. Un Un peu d'alchimie. Donc, exactement. Là, Silax, le marin, avait été chercher des produits, sauf que son matelot, pour bien faire, les étiquettes n'étaient pas bien collées, fait qu'ils les ont tout enlevés. C'est pour que ça soit clean, que ça soit beau, mais là, on ne sait plus c'est quoi les ingrédients. Donc là, il fallait qu'ils déterminent, c'était une espèce de... On a tous déjà fait ça à l'école, là, si le numéro 1 est bleu, le bleu est à côté d'un an, trouver tout. Donc, j'avais fait un jeu comme ça. Et là, c'était les couleurs, les odeurs, puis la quantité remplie. Fait que, il était en équipe. Et il avait le droit d'envoyer un seul joueur à la fois. Donc, on a eu bien du fun sur ces ateliers-là. Et là, on a fait sortir justement des forces chez certains jeunes. Donc, il y a des jeunes pour qui coudre, c'était déjà de l'acquis. Okay? Donc, ils avaient déjà eu l'occasion de le faire, ils le faisaient déjà. Et là, c'était le fun parce que, puis justement, il y a une jeune fille qui est un petit peu plus réservée. Oui. Mais elle, talent de couture et manuel, là, A++. Là. OK, donc là, elle pouvait briller, avait un moment où elle pouvait aider les autres. Finalement, là. Donc là, c'était... Pense à aller voir comment est-ce qu'elle a fait. Ah, OK, t'as commencé ça comment? Puis là, elle montrait comment est-ce qu'elle avait fait. Donc, il y a eu des interactions comme ça aussi qui ont été faites. Souvent, quand on pense GN, la première chose que les gens voient, c'est des combats. Tout ça. Oui, c'est ça. Les quelques reportages qu'il peut y avoir, ben c'est souvent ça. C'est là que ça se passe la grande bataille. Les gens oublient, c'est que non, c'est plus des interactions sociales qui sont importantes. La bataille, oui, c'est le bout. Oui, c'est là, c'est ton physique plaisant, là, c'est ça. Mais c'est ça. Mais il y a tout ce développement de compétences, d'alliances, Oui, la préparation, tu sais, c'est drôle parce qu'en prévision, je savais qu'on avait notre rencontre ce matin. Je parlais avec un de mes gars là, en me préparant ce matin, puis je disais, écoute, moi je me rappelle, tu sais, le GN, j'en ai fait un gros, disons, mais sinon à toutes les semaines, on avait des entraînements, on créait de l'équipement, tout ça, mais j'avais tout créé mon déguisement, là, j'avais pris l'ancien kit de hockey à mon père, puis là, j'avais installé pour faire une espèce de cuirasse, là, j'avais acheté au village des Valeurs, là, justement, des vieilles couvertures de poils, tout ça, puis je m'étais fait un kit parce que j'étais un rôdeur. Donc, puis effectivement, j'avais tout mis mon kit au complet. Puis, tu sais, les heures de préparation en arrière-plan, mais aussi la fierté, tu sais, quand je revois cette image-là, il faudrait que je la retrace lorsqu'elle va. C'est sûr qu'elle l'a encore, là. Mais quand elle me l'avait remontré, là, je ah oui, c'est vrai, j'avais quand même fait ça. Tu sais, je vais avoir 14-15 ans. Oui, puis c'est pas d'atteindre la perfection. Non. C'est juste d'avoir un petit côté immersif, de la fierté, justement, de dire c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait, ça. T'sais, j'ai créé ça. Non, c'est pas parfait. Mais dans ce cadre-là, ben, ça va être trippant. Oui, c'est ça. Puis là, d'embarquer, souvent, c'est dans le cadre d'un vrai GM, mais les gens sont curieux, justement. De, OK, attends, il a fait ça. Les gens continuent à s'en parler par après. Puis aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent justement de garder contact avec les gens. Et c'est ça. Fait que nous, le projet, c'était ça, développement de compétences. J'avais une idée de grande aventure qui se passait sur une journée. Oui. Malheureusement, c'est toujours difficile un peu de trouver une date pour le faire, puis qu'il y ait assez de jeunes, d'avoir des bénévoles pour faire ça. Malheureusement, quand on établit... Au niveau logistique, au niveau logistique, parce que là, la salle Marcel Ménard devenait la salle du Royon. Fait que là, il fallait que... Oui, puis tu sais, c'est ça, j'ai travaillé ici, là. Les salles sont très en demande, là. C'est très vivant à Pont-Rouge. Trouver, si tu as besoin de 2-3 salles, je comprends que ça devient compliqué. J'avais fini par trouver une date, parce que j'avais le Moulin Marcoux aussi qui avait embarqué. Oui, c'est vrai, le moulin était là. S'il ne faisait pas qu'il est fort d'histoire en partant. Oui, ça fait un lieu. Ce café en bas devenait une auberge.
Fait que là, il fallait que ça soit disponible. Il y avait un show la veille, mais c'était correct. On s'était organisé pour que... Ouais, il y a du travail là. Oui, 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 oui. Il y avait beaucoup de travail. Donc, il y avait une date qui tombait. Puis malheureusement, ben, j'ai pas eu assez d'inscriptions parce que pour que ça soit intéressant, il fallait que j'aie quand même un certain nombre de joueurs qui embarquent. Puis là, c'était le début des vacances en plus. On tombait à l'été. Ah, OK. Ouais, l'été, je suis toujours plus complexe. Ouais, c'est ça. Je voulais faire ça au début. Donc, je pense que c'était le 29 juin ou en affaire de même. Là. Puis malheureusement, ben, ça n'a pas lieu. L'histoire existe. Oui. Elle existe. Elle est encore. Elle va peut-être revivre. Elle va peut-être revivre. Là, ce qu'on a fait, parce que en fait, tous les ateliers menaient à cette histoire-là une journée. On finissait par un grand banquet, puis tout le kit. Là, on va éventuellement le refaire, parce qu'on a testé quelque chose à l'automne. On n'est pas satisfait du résultat que ça a donné. On a essayé de faire vivre un village. Donc, parce que là, en fait, tous les ateliers, on les avait déjà faits. En fait, là, de refaire les mêmes, ben, là, ça fait... Ouais, non, c'est ça. À moins d'avoir des nouveaux jeunes. Ouais, mais non, ça, on prend donc que- là, pour ceux qui étaient déjà là, donc on a essayé de faire vivre un village. OK. On s'est rendu compte qu'on faisait un petit parallèle, on parlait de jeux vidéo tout à l'heure. Oui. On a tenté de faire un monde ouvert. OK. Ça n'a pas bien fonctionné. Ça n'a pas mal été. Non. Ça n'a pas donné le résultat escompté. Ça a été difficile de trouver les moteurs là-dedans. Donc, on va revenir vers une histoire plus linéaire. OK. Donc, on s'enligne pour faire une journée. Fait que les jeunes vont arriver à 1 heure. Et là, il y aura une succession d'événements qu'ils vont découvrir, qui nous va être justement un peu plus chronométré. On va savoir, bon, ben, à telle heure, ils s'en vont rencontrer tel personnage, vers telle heure, ils vont rencontrer tel autre personnage pour arriver à la fin. Mais ça, encore là, ça demande beaucoup de préparation. Essayer de penser à, justement, on vient à Donjons et Dragons, essayer de penser à toutes les possibilités. Oui, parce que là, t'as pas le contrôle nécessairement. On revient à ça, tu disais tout à l'heure, mais tu dois réagir puis improviser. Ben ouais, là, tu sais. Des fois, il y a des énigmes, parce que moi, Balthazar aimait bien les énigmes. Donc, il y a des énigmes qui se sont résolues dans le temps de le dire. Tout avait prévu. Elle a prévu une demi-heure pour ça, puis là, finalement, non, en 3 minutes, que quelqu'un l'a trouvé, c'est comme, OK, fait quoi les 27 minutes qui restent, voilà, là? Qu'on s'en vire, on patente d'autres choses. Mais là, dans le cadre d'une histoire comme ça, ben, c'est ça, il faut essayer de s'assurer d'avoir assez de matériel, quitte à avoir des choses en réserve, mais tranquillement de faire ça. Donc, c'est plein de trucs qui s'en viennent de Donjons et Dragons et de GN, éventuellement. Mais Ouais, je je trouve ça génial. Pour vrai, c'est tout à ton honneur, là, parce que c'est des projets qui demandent du temps. Puis, tu sais, veux pas, toi, ton mandat initial, ben, je l'avais mentionné en début, en introduction, mais tu t'occupes de la bibliothèque, tu es coordonnateur de la bibliothèque. Donc, c'est sûr que, tu sais, quand on dit ça, tu dis, ah ouais, coordonnateur de la bibliothèque qui crée des activités GN. Écoute, moi, je trouve ça magique parce que, tu sais, on le disait aussi d'entrée de jeu quand on discutait tantôt, mais une bibliothèque, ça peut parfois avoir l'air un peu intimidant. Ouais. Tu sais, les personnes, c'est un lieu qui est très silencieux. Après ça, bon, t'es jamais allé dans une bibliothèque, ça fonctionne comment, louer un livre, tout ça. Donc, tu sais, si tu prends quelqu'un, un jeune qui est pas habitué, qui n'a pas été intégré nécessairement en bas âge avec ses parents. Je sais que l'école, parfois, ils vont un peu, mais quand même, ça reste un milieu qui est s'éloignant de l'école, on a malheureusement perdu un certain groupe là, qui... Oui, parce qu'anciennement, vous étiez à On côté. était à côté de l'école, fait que c'était très, très facile. Là, on a perdu quelques groupes là, où, justement, bon, le déplacement est un enjeu, c'est sûr et certain. Mais toutes les activités de la bibliothèque, que ce soit ceux-là ou toutes les autres, l'objectif est toujours d'amener les gens dans la bibliothèque, puis les faire découvrir et créer une opportunité, justement, pour discuter avec eux. J'amène les gens avec ces activités-là. On a le temps, on jase. Ah, OK, ouais, souvent, on a ouais, je suis pas vraiment un lecteur, moi, je lis pas vraiment. Ouais, c'est un classique, ça. Ouais. Et étonnamment, je ne suis pas un grand lecteur. Ouais, puis tu vois, tu m'as étonné. On parlait un peu juste avant de commencer. Puis ça, c'était une chose que je connaissais pas de toi. Moi, j'avais l'image de Sylvain, c'est un passionné de lecture. C'est drôle, mais dans ma tête, c'était vraiment ça que j'avais, là. Si je lis une dizaine de livres dans une année, c'est beau. Ce qui est, soit dit 100%, ce qui est déjà beaucoup plus que beaucoup de personnes. Oui, mais puis moi, je veux aussi démocratiser les types de lecture. Donc, la bande dessinée, c'est pas de la sous-lecture. Non, Tu as le droit d'être un adulte de 44 ans puis de triper sur la bande dessinée. je te remercie de dire ça. D'ailleurs, je fais du pouce sur mes idées. OK. Si jamais vous êtes intéressé, ici, c'est
C'est une bande dessinée qu'on a à la bibliothèque OK, OK. et que j'ai relue avant de s'en venir vu qu'on allait partir de Donjons et Dragons. C'est une bande dessinée sur l'histoire de la création du jeu Donjons et Dragons, la controverse qu'il y a eu aussi. OK. OK, donc vraiment, là, on est vraiment dans le monde réel. On est dans le monde réel, oui, les deux personnes qui ont créé ça, les chicanes qu'il y a eu, parce que l'argent, à un moment donné, des chicanes, des visions différentes. Une belle bande dessinée là, qui est, je vais faire le retour tout à l'heure, donc si vous voulez l'emprunter à la bibliothèque, vous faites-moi signe. Fait que ça. Puis le dernier objet que j'avais amené, ben, c'était Cascade du Hellfire Club. Pour ceux qui ont suivi Stranger Things, ben, il y a un petit peu de lien justement entre ça, la controverse qu'il peut y avoir. On le voit très bien dans la série où c'est satanique, puis c'est ça. Il y a une belle histoire au travers de tout ça. Si vous voulez vous intéresser, ce livre-là est un bon début. Cette bande dessinée est un bon début pour connaître l'histoire, parce que ça part de quelque part. C'est des jeux de guerre, je ne vous spoil pas tout, là, mais c'était des jeux de guerre très structurés. Puis à un moment donné, il y en a qui ont décidé d'amener ça dans un autre univers, d'amener ça différemment, changer les règles. Ouais, c'est quand même bien. Ah, c'est génial, ben j'aime ça. Puis définitivement, en tout cas, je pense que je vais même mettre le lien. Je vais essayer de trouver, tu sais, peut-être le nom, là, parce que les gens ont la faculté, veut pas. On a beaucoup de contenu maintenant, là, donc on oublie les choses, mais je pense que je vais mettre dans la description. Ben, je trouve ça intéressant comme livre qu'ils peuvent emprunter à la bibliothèque ou. Oui, ça se lit très facilement, puis c'est ça. C'est de démocratiser tout ça et ça fait en sorte que la bibliothèque s'est développée au cours des dernières années énormément. J'ai une super équipe avec moi qui embarque dans mes folies. Oui, ça prend ça aussi. Ça prend des gens qui embarquent et merci aux citoyens aussi parce que j'ai beau organiser des trucs. S'il y a personne, ça sert à rien. Puis à un moment donné, je vais faire dire, Sylvain, t'en mort, là. Ouais, c'est ça qu'on revient à ton modèle ici. Ouais, c'est ça. Mais les gens triplent, les gens embarquent. Ils consomment la bibliothèque et c'est tout à leur honneur. 92 000 emprunts l'année passée. C'est incroyable là, quand même pour la. On partait de. Puis même. Ouais, peux-tu peut-être. Bon, j'ai rapidement quelques chiffres en tête là, de l'époque que tu avais partagé. Si on prend la bibliothèque à Pont-Rouge, celle qui était près de l'école, elle a été construite en 91. Donc j'ai les chiffres à partir de ce moment-là, parce qu'avant, c'était où on est actuellement, c'était la bibliothèque des Sœurs. Quand j'étais petit. Oui. Parce que je suis un petit peu vieux. Mais on venait à la bibliothèque. C'est quel personnage, ça? Père Fouras, ouais. C'était limite Père Fouras. Ouais, on est bon là. Mais c'est ça. La bibliothèque était ici. En 91, ils ont construit la bibliothèque justement qui était avec l'école secondaire. Et même à une époque où on n'avait pas Internet, on n'avait pas accès aux ressources numériques qu'on a aujourd'hui. L'ordinateur est arrivé au fur et à mesure. Ça a toujours été des chiffres. La plus basse année a été 19 000 emprunts. OK, moi, je connais le chiffre de cette... Oui, c'est ça. Ouais, c'est autour de 19 000 emprunts. Et la plus haute avait été 32. Okay. Mais la moyenne se situait autour de 25 000 environ, 25-26 000 emprunts par année. Ils ont années 90, puis années 2000 aussi. Là. Jusqu'en 2000, moi je suis arrivé en 2017. OK. Donc jusqu'en 2017, c'était ces chiffres-là, avec des variantes, bien évidemment. Oui, absolument, il n'y a pas une année identique. Là. Non, c'est ça. Sauf que moi je suis arrivé avec un autre concept de la bibliothèque. Tout ce qui a été fait avant a été très, très bien fait. C'était une autre façon de faire, tout simplement. Donc, c'était une autre vision, c'était d'autres intérêts, c'était d'autres gens. Puis le jour où moi, je vais partir ou prendre ma retraite, je vais mieux prendre ma retraite que partir. Prendre ma retraite, il y aura quelqu'un qui va reprendre ça puis qui va amener ça ailleurs. Les autres niveaux, je pense. Mais non, c'est pas une question de juger ce qui s'est fait dans le passé. Ah, non, mais ça, je le mentionne parce que si ça s'est rendu jusqu'à ce que moi je le prenne, c'est qu'il y a des gens qui ont porté ça. Assurément. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est tout à leur honneur et c'était une équipe de bénévoles à l'époque. Aujourd'hui, on l'a fait grossir. Ce sont des employés maintenant. Et on est passé de 25 000 emprunts à 92 000. Hey, c'est impressionnant, là. C'est presque 4 fois plus. C'est 4 fois plus. Donc, oui. C'est dans une ville, tu sais quoi, environ ici, Pont-Rouge, présente 11 000, ben c'est ça. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de livres. Fait que, surtout dans une époque où j'entends régulièrement les gens, ils lisent pas. Ils lisent plus, c'est terminé. Ça n'intéresse plus les gens. Puis là, toi, tu arrives avec un chiffre qui est complètement à l'inverse. Là. Au niveau, quand j'avais fait, parce que j'ai fait j'ai eu l'occasion
pour la QLP, l'Association québécoise du loisir public. Oui. Dans le fond, ça regroupe les piscines, les arénas, ces choses-là. Donc, j'ai été donner une conférence à l'automne passé. C'est là, ça s'est bien passé parce que je me rappelle que tu allais la faire, mais on a... Très, très bien été. Je me suis fait accrocher tout le long du congrès de Hey, c'est non bien inspirant. Puis il y a des gens qui ont communiqué avec moi par après. Je parlais du monde de Fermont, un peu partout. Sur comment est-ce qu'on a fait ça. Et je sais plus d'où je partais avec ça. Ouais. Puis, par rapport à... Oui, c'est ça, tu as fait ta présentation. Ouais, j'ai fait... c'est ça. Alors, Ce que je voulais dire, dans le fond, on est parti en 2017. On était dernier au nombre d'emprunts. On est avant-dernier, excuse-moi, avant-dernier dans la capitale nationale pour le nombre d'emprunts par citoyen. OK. Donc, pas le nombre d'emprunts global, parce que ça, rendu là, les chiffres sont différents. Selon la quantité de... Il y a la SIAT qu'on peut aller, justement, le nombre d'emprunts par citoyen. Là, tu te dis... Ça, t'es direct, là. Il y a rien qui peut être plus... C'est la Ville de Québec, elle divise par son nombre de citoyens. Ça s'équivaut à un moment donné, parce qu'on s'entend, la Ville de Québec, c'est centaines de mille, millions peut-être de... Sûrement. Écoute, c'est la communauté urbaine maintenant, c'est rendu à 850 000, je pense. C'est ça. On ne peut pas se rendre à ce chiffre-là, nous autres. Mais si on ramène ça par citoyen. Donc, on était avant-dernier dans la capitale nationale. Et l'an passé, on était deuxième. Wow, OK, crime, félicitations. Juste derrière Ancienne-Lorette. Ancienne-Lorette, on a encore du chemin pour les watts, ils sont solides. Ah ouais, hein? Ah oh. Donc, ça lie beaucoup à l'Ancienne-Lorette. Vraiment, OK. Mais on les vise. Ouais. C'est bon. Ouais, bonne garde. Attention, s'il y a des gens de Ancienne-Lorette qui nous écoutent, on est là, on sent bien. Mais moi, je suis très content d'où est la bibliothèque actuellement. Ben oui, écoute, c'est génial. Puis, un jour, on va plafonner. Il faut se rappeler ça. Oui. Un jour, justement, dans notre population... comme n'importe quel empire, à un moment donné... À un moment donné, ça, il y a un apogée. Je pense que tant que les gens sont heureux, tant qu'ils ont du plaisir à venir, qu'ils découvrent les différentes activités et qu'ils découvrent le plaisir de lire. Parce que moi, ce que je veux faire, c'est la distinction entre la lecture obligatoire et la lecture plaisir. Ça, on pourrait en reparler encore longtemps. Oui. Mais moi, ce que je vends, c'est du plaisir. On est obligé de faire des lectures dans notre vie. Puis souvent, c'est justement au secondaire où ça casse. Parce que là, on se ramasse et je lance pas de pierre aux professeurs. Là, c'est pas du Non, mais ils ont un programme à suivre. Ils ont un programme à suivre. Et c'est difficile d'arriver avec un livre à 30 élèves, et même plus, là, si on prend tout le niveau. La quantité de groupes là, qu'ils vont avoir. Là, c'est donc, à 100 élèves, donner un livre et qu'il intéresse les 100 personnes, honnêtement, c'est impossible. C'est ça. Et malheureusement, il y a des jeunes qui ont un petit peu plus de difficultés en lecture qui vont décrocher parce qu'ils vont se dire « Ah, OK, maintenant, c'est ça la lecture. » Avant, j'avais du soin. Parce que moi, les jeunes, quand ils viennent au primaire, là, ils trippent tout sur la lecture. Puis quand ça arrive au secondaire, puis ma fille même, qui est une grande, grande lectrice, quand elle est arrivée au secondaire, elle fait comme ouf. Ouais, c'est pas selon la sélection de livres. Elle dit « Moi, j'ai eu de la misère à le lire. » Puis pourtant, elle dévore des livres. Il arrive quoi à quelqu'un qui a déjà de la difficulté à lire? Déjà pas ça. Puis la lecture aussi, tu sais, ça reste qui veut pas, ça fait partie du développement des compétences en français. Tu sais, moi, personnellement, j'étais un jeune qui avait beaucoup de difficultés, qui était très fort académiquement. Donc, j'étais très fort en maths, j'étais dans les profils sciences, tout ça. Mais le français, là, tout mon secondaire, ça a été extrêmement difficile. Mais c'est la lecture, je suis persuadé, parce que au fil des années, j'ai toujours amélioré mon français, mais j'ai pas fait de cours de français. J'ai simplement dévoré plus de livres, finalement, qui a fait que je suis passé de quelqu'un qui avait des notes vraiment beaucoup plus basses, en fait, que la moyenne en français au secondaire, à corriger des textes pour un député par la suite. Et pourtant, entre les deux, j'ai fait aucun cours de français. Tu sais, donc, pour le cégep, là, bien entendu, là, mais encore au cégep, j'avais un peu de difficulté au début. Là. La lecture, en effet, c'est la base de tout. Moi, je le dis, puis c'est drôle parce que j'ai des activités avec les parents-enfants, avec les maternelles sur la fin de l'année. Et je prends toujours un moment pour parler aux parents. Je change mon niveau, je parle aux amis, je parle aux parents. On ajoute rien. C'est ça. Les parents comprennent que le ton change. Mais je le dis, c'est la base de tout. Si vous voulez que votre enfant soit bon en sciences, si vous voulez qu'il soit bon en maths, si vous voulez qu'il soit bon en peu importe la matière, comprendre ce qu'il lit, c'est la base. Oui, parce qu'il y a lire, mais si tu fais juste passer le temps comme ça, mais si tu ne l'emmagasines pas, cette information. Exactement. Donc, il y a tout le côté compréhension. Puis là, je ne repartirai pas sur un autre sujet. Bon, non, mais on a fait on a fait un beau projet qu'on a actuellement, les cartes de lecture, que les jeunes peuvent avoir, le club de lecture des jardins. Sur chacune
des cartes, il y a une question de lecture. C'est un outil qu'on a créé. Donc, tu peux, avec ton enfant, il y a son paquet de cartes. OK, tu viens de lire ton histoire, on se prend trois questions. Parce qu'à un moment donné, le parent, il ne sait plus nécessairement quoi poser comme question. Puis sur les cartes, c'est des questions, excuse-moi, c'est général, hein? C'est ça, en fond, ce qui peut s'appliquer à n'importe quel livre, finalement. L'élève, C'est pas ciblé sur. parce que c'était un petit peu le défi aussi. Ouais. Faire 140 questions ouvertes qui s'appliquent à peu près tous les livres. C'est quand même, c'était un beau défi. Mais tu as parlé que tu allais faire des trucs sur l'intelligence artificielle. Oui. J'ai eu un peu d'aide. Ah oui, ben c'est. À un moment donné, quand tu es rendu à 95 questions, là, À un moment donné, le cerveau, il s'absure un peu, là. regarde, voici ma liste. T'aurais-tu d'autres idées? Fait que, ouais, effectivement, je suis aidé un petit peu de ce côté-là, mais l'intelligence humaine est toujours derrière aussi de se dire, Toujours derrière, puis c'est pertinent, c'est pas pertinent. Ça, mais ça, je sais que ça, je vais être intéressé d'écouter les podcasts. Suivez. Il y a des belles choses qui s'en viennent, c'est sûr. Merci, c'est loin. Puis au niveau de l'intelligence artificielle, effectivement, moi, j'appelle ça, en fait, j'en parlais dans un épisode précédent, mais c'est de jouer un peu son rôle de leader. C'est un peu comme dans une entreprise. Bon, ben, un leader, ben, ça va justement accompagner, un peu comme toi, exemple, avec ton équipe. Ben, tu es là pour les aider à se développer, à être heureux dans leur travail, puis à accomplir justement leurs objectifs, mais qui se réalisent eux aussi personnellement. Bon, dans le cas de l'IA, on va enlever peut-être la réalisation personnelle parce que ça reste une machine, mais ça reste quand même que c'est important d'utiliser l'outil, puis j'en parle justement dans mon épisode 3. Ouais. Justement, de comment bien l'utiliser, faire un retour pour s'assurer justement que ce qui sort, elle comprend qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis pourquoi, justement, ça fonctionne pas. Bref, super intéressant. Moi, je reste encore poli avec l'intelligence artificielle. Ouais, ça, c'est... Je dis merci. Des fois que Skynet arriverait un jour, moi, je prends pas de chance, Terminator. Oui, puis c'est ça. Oui, il y a deux scénarios, hein. Au Forum économique mondial, là, on est complètement hors champ, mais on a des deux verbomoteurs, ça cause ça parfois, mais au Forum économique mondial, ça reparlera, parce que Elon Musk, effectivement, qui disait ça, lui, il a un scénario très, revenu universel, puis les choses vont bien aller, puis tout est beau, mais il y a le scénario Terminator qui peut sortir aussi, pour ceux qui ont suivi la franchise là, directement. Écoute, Sylvain, un gros merci pour ton temps. Je sais que tu es quelqu'un d'occupé, on le voit avec tous tes projets. Merci d'être venu, c'était super intéressant, puis je suis vraiment heureux de pouvoir découvrir en fait un peu tes créations, puis tout ce que tu as fait dans tes dernières années. Félicitations, bonne continuité, mon ami. Merci de l'invitation, puis j'ai hâte de voir la suite des autres invités, les autres sujets que tu vas traiter. Moi, c'est sûr que je vais suivre ça attentivement. J'ai hâte de voir la suite de ce podcast-là. Merci beaucoup. Écoute, ça a été un grand plaisir, puis on se dit à très bientôt. Merci. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre entrevue avec le passionné Sylvain Brousseau, qui est coordonnateur à la bibliothèque de la ville de Pont-Rouge, plutôt, je devrais dire. Donc, écoute, j'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, écoute, n'hésite pas à t'abonner, commenter, partager le podcast. Plus il y aura de visibilité, plus je vais avoir de facilité à inviter puis à recevoir justement des invités intéressants comme Sylvain. Puis justement, écoute, je voulais te parler rapidement la semaine prochaine dans le Totalement Geek podcast. Là, on s'en va vraiment dans le champ gauche. Là. On s'en va complètement ailleurs, mais inquiète-toi pas, on va rester justement avec un angle geek puis une vision geek justement de ce sujet-là. J'avais le goût de te parler de l'entraînement. L'entraînement qui occupe une portion importante dans ma vie, justement pour garder la forme physique. Je suis quelqu'un, je te le disais d'entrée de jeu dans mon premier épisode, je suis quelqu'un qui est multipassionné, donc en ayant beaucoup de passion, j'ai besoin d'avoir énormément d'énergie. Puis l'entraînement joue un rôle là-dedans afin de pouvoir soutenir en fait mon niveau d'énergie là, par rapport à ces différents projets-là. Donc voilà, c'est ce qu'on va parler la semaine prochaine. Et comme je te dis, ça va être avec un angle geek. Donc je vais vraiment venir te parler des applications qui peuvent t'aider, des outils, de quelle façon tu peux peut-être justement avoir une vision un peu plus geek justement de ta remise en forme ou pour t'aider à conserver justement ta forme physique actuelle. Donc, je vais te partager tout ça dans un format super convivial et j'ai hâte de voir justement ton avis là-dessus. Donc, on se dit à la semaine prochaine.